Bon, écoutez, on va repartir de ce que nous avions considéré la dernière fois comme un point de départ de notre étude, à savoir ce passage du Shifa où Avicenne, disciple d'Aristote, décrit le sujet de cette science qu'est la métaphysique. Et il dit ceci: le premier sujet de cette science est l'étant en tant qu'il est étant. Et ce qu'elle étudie, ce sont les propriétés qui accompagnent l'étant en tant qu'étant sans restriction. Alors ici, donc fin de citation, nous avons une définition tout à fait aristotélicienne de la métaphysique, puisque pour Aristote, la métaphysique, c'est l'étude de ce qui est en tant que, plus précisément, de l'étant en tant qu'étant. Ouais, parce que nous insistons sur la différence qu'il y a entre ce qui est en tant qu'il est, hein, l'étant en tant qu'il est, l'étant dans sa réalité in re, voilà, non, et l'étant en tant qu'intelligé, en tant qu'imprimé, ce qui est imprimé dans l'intellect, dit Avicenne. Bon, Avicenne ici enseigne que l'intellect saisit l'étant, le mawjud, je ne sais pas comment on prononce exactement, mawjud, lens en latin. Il enseigne que l'intellect saisit l'étant comme le premier objet qui s'imprime en lui, telle une impression originaire, hein, qu'il nomme en arabe mana, qui est traduit en latin par intentio. Et donc ici, cette expression apporte une précision importante. Elle signifie que l'intellect est tourné vers la réalité extérieure, mais, nous l'avons dit, en retournant sur lui-même. L'intentionnalité, c'est comme l'intentionnalité de la conscience chez Husserl. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Hein. Mais ce quelque chose, c'est quelque chose qui se présente à son tour à la conscience, comme étant extérieur à la conscience, distinct de la conscience. L'étant est donc le premier connu, plus précisément intelligé, en tant qu'étant, non en tant que réalité extérieure, hein, c'est-à-dire comme être au sens d'existentia, en latin, qui traduit cette fois-ci le wujud. Le wujud qui n'est pas le mawjud. Le wujud signifie même ce qui se trouve, ai-je dit. Immédiatement appréhendé, l'étant est en tant que tel ce qui permet de tout appréhender comme ce qui est, et de tout intelliger comme tel, de telle manière qu'on ne peut pas remonter au-delà de ce qui est vraiment premier, originaire. L'étant donc est saisi dans un retour sur soi de l'intellect, il est en tant qu'intelligé. Et vous vous souvenez, on y reviendra, de la distinction importante de l'esse in intellectu et de l'esse in re, de l'être dans l'intellect et de l'être dans la chose. En tant qu'intelligé, il renvoie à ce qui est, donc, in intellectu, non à l'être de ce qui est, in re. Hein. Avicenne est conduit à distinguer, donc, ici, l'essence et l'être. Si par essence, on entend ce qui est, justement, mais ce qui est en tant qu'universel. Voilà, hein. Et l'être, comme on le verra, est ce qui s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Là, mais on y reviendra. Hein, l'essence, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'être. Cette distinction constitue un apport crucial. Hein. Et la question est de savoir comment il faut l'entendre. Hein. Faut-il l'entendre comme une opposition ou comme une composition? Cette question est léguée
à la postérité. Elle se révélera être le nerf même du questionnement proprement métaphysique, puisque tout va se jouer dans ce rapport entre l'essence et l'être. Et vous vous souvenez que nous avons dit que tout se réduit à l'essence pour la modernité, c'est-à-dire à la représentation, à la construction d'un objet, l'essai objectivum de Duns Scott, dans l'oubli de l'être. Et Heidegger va dénoncer cet oubli de l'être, mais en rejetant l'essence. Donc, de telle manière que ce qui est et ce qui existe, jeté en dehors de toute essence, de toute signification. Donc, bon, ça, on le sait, on l'a dit, on y reviendra. L'essence désigne donc ce qui est, non l'être de ce qui est, l'humanitas de l'homme, non Socrate, l'animalitas de l'animal, non de cet animal-ci, l'équinitas, non bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand. Elle a un caractère universel, c'est pourquoi elle peut se prédiquer de plusieurs sujets sans se confondre avec ces sujets. Socrate est un homme en raison de son humanité. De même, Platon, Saïd, Omar, on reprend les exemples d'Avicenne, mais aucun d'eux n'est l'humanité. L'universel, dit Avicenne, est ce dont la représentation prise en elle-même n'exclut pas qu'il soit attribué à plusieurs sujets. Ça, c'est une citation. Il s'oppose au particulier, qui est ce dont la représentation exclut toute attribution. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne peut dire de Socrate qu'il est Platon. Antérieure, l'essence, elle aurait un être propre depuis toujours, à l'instar de l'aidos platonicien. Elle était antérieure et indépendante du particulier, de Socrate. Ce qui fait la réalité de Socrate, c'est l'idée d'homme. Ce n'est pas l'individu Socrate. L'individu Socrate peut être condamné à la ciguë, on ne tue personne, puisque Socrate n'est qu'une ombre qui va s'effacer promptement dans les ténèbres de la caverne. Seule existe l'idée d'homme en dehors de la caverne. Donc antérieure, elle aurait un être propre depuis toujours, à l'instar de l'aidos. Postérieure, elle résulterait d'une abstraction tirée de l'observation de ce qu'il y a de commun dans une multiplicité de réalités sensibles. C'est donc ici, il y a une abstraction. De même que dans le fond, on verra, l'aidos réclame une sorte d'intuition de soi, si l'on veut, comme aidos, alors que pour Aristote, là, l'essence, on y parvient par une abstraction. C'est-à-dire qu'on tire de la réalité concrète et de l'observation de plusieurs réalités concrètes ce que ces réalités concrètes ont en commun, à savoir l'idée d'homme, l'essence, l'humanitas. Veut dire que l'humanitas, c'est ce qui permet de dire que Socrate est un homme, que Platon est un homme. Cela veut dire surtout que l'homme a une nature, une essence, que cette essence, cette nature est, dira Aristote, celle d'un animal doté de raison. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, ce qui est l'opinion, la doxa dominante, si l'on veut, c'est que l'homme a cessé d'être un animal doté de raison. C'est devenu un être de désir, une force en marche, en dehors de toute signification, dans la signifiance même d'un exister, hors essence, sans nature, capable de définir ce qu'est un homme. Donc, dans un cas comme dans l'autre, pour un aristotélicien comme Avicenne, l'universel n'est rien, dans la mesure où seul l'individu existe réellement. Bien qu'il faille préciser que, attention, l'aidos existe aussi réellement. L'aidos est une substance réelle.
ce que va dire Aristote, c'est que ce qui est réellement une substance, c'est l'ousia, enfin, c'est la forme plus la matière. C'est ce qui fait que l'existence de l'ousia est une composition de matière et de forme. Il ne faut donc pas confondre, dit Avicenne, l'universel en tant qu'universel et l'universel en tant que chose à laquelle est attachée l'universalité. C'est-à-dire que, par exemple, la kabbalaïté ou l'équiditas est, je cite, ce qui peut s'attribuer au cheval. Mais la kabbalaïté ne signifie pas autre chose que kabbalaïté. Car, je cite, elle n'est en elle-même que kabbalaïté, ni une, ni pluriel, n'existant ni parmi les sujets concrets, ni dans l'âme, ni dans quoi que ce soit de ce genre, en puissance ou en acte, qui serait ainsi inclus dans la kabbalaïté. Fin de citation. Donc l'essence n'est donc ni universelle, ni singulière, ni existante, au sens d'existentia, c'est-à-dire d'être effectif, ou de réalité extérieure. Elle est neutre. C'est la fameuse doctrine avicénienne de la neutralité de l'essence. On verra cela. Pour qu'une essence soit actualisée dans une instance, une existence, il faut que se présente un accident nécessairement qui sera l'être, qui s'ajoute à cette essence pour constituer une réalité complète, composée d'essence et d'être, mais composée, ai-je dit, comme étant une addition de l'essence à l'être, et de l'être à l'essence, mais non une composition au sens où il y a entre l'essence et l'être une sorte de complicité, d'interpénétration. On ne conçoit pas l'essence sans l'être, ni l'être sans l'essence, dans un étant concret, fini. Et donc, ce qui permet de comprendre la réalité substantielle pour Avicenne est qu'elle est composée non seulement de matière et de forme, mais d'essence et d'être. Or, l'être s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Tandis que pour saint Thomas d'Aquin, l'être est constitutif de l'intérieur même de l'étant concret. L'étant ne se réduit donc ni à son essence, ni à son acte d'être, on l'a dit, mais il est composé d'essence et d'être, l'essence n'étant pas l'être, l'être n'étant pas l'essence, mais jamais l'essence est sans l'être et l'être sans l'essence dans l'état concret. C'est vraiment très subtil tout ça, mais, mais il faut bien saisir ça, on y reviendra. L'essence n'est rien de réellement existant. Et dans ce cas, elle n'est pas, l'essence n'est pas. Voilà, l'essence n'est pas. Puisque l'essence est réellement distincte de l'être, l'essence n'est pas l'être. Si l'essence n'est pas l'être, eh bien, elle n'est pas. Et comment se fait-il qu'on peut parler d'une essence de quelque chose? Si, justement, cela veut dire tout simplement que donc, une chose réelle ne se réduit pas à son essence. Il faut lui ajouter l'être pour qu'elle soit réelle. Sans l'essence, elle ne serait pas ce qu'elle est. Sans l'être, elle ne serait pas. Tout simplement. C'est extraordinaire. Or, il faut bien qu'il y ait... donc alors, l'essence n'est rien de réellement existant. Elle a simplement une réalité intelligible, représentant une réalité qui, elle, est extramentale. Une chose, une réalité extramentale au sens où elle est extérieure à l'intellect. Perceptible par l'essence. Ici, donc tout à l'heure, Aurélien se demandait comment comprendre Kant. C'est que pour Kant, la chose en soi existe. Elle est offerte au sens, en effet.
Mais entre la sensation et l'intellection, il y a une coupure. La sensation ne fait pas partie de l'acte complet de connaissance. Les sens ne font que me renvoyer à la chose extérieure, à la chose en soi, mais cette chose en soi est inconnaissable pour l'intellect qui ne saisit que ce qu'il représente, en produisant un concept, une représentation. Ouais, donc, et là on retrouve déjà aussi Duns Scott avec l'esse objectivum, l'être comme objet, l'être comme étant construit par l'entendement, l'être qui n'est pas saisi dans sa réalité extérieure extramentale, mais l'être imprimé dans l'entendement. Imprimé dans l'entendement, donc c'est-à-dire a priori, quoi, dans le fond. L'être, c'est-à-dire ce qui est intelligé, réduit à ce qui est intelligé, c'est-à-dire à ce qui est produit par l'intellect. La production par le sujet de l'objet, quoi. Le sujet produit son objet, l'objet de la connaissance. Bon, donc, bon, tout cela est supposé connu, on y reviendra malgré tout. Or, il faut bien qu'il y ait un représenté. Socrate, Bucéphale, mais le statut du représenté est celui de l'esse in intellectu, de l'être dans l'intellect, de l'être tel qu'il est intelligé, et non celui de l'esse in re, de la réalité, de ce qui est donné dans la réalité. D'accord ? Toute représentation, dit Avicenne, est un mana, une intentio, une intention. Elle s'imprime dans l'intellect, comme une image dans le miroir, pour reprendre une métaphore chère aux médiévaux, renvoyant à quelque chose d'extérieur, comme à ce qui est représenté par l'intellect, sans le toucher, en quelque sorte, sans atteindre cette réalité, quoi. Cette impression est une réalité mentale qui renvoie à elle-même comme le représenté au représentant, et a de ce fait sa vie propre. L'intention n'est rien de ce qu'elle représente. Et elle désigne ce qui est non l'être effectif, l'existentia de ce qui est dans la réalité. Elle renvoie à ce qui est dans l'intellect, non ce qui est dans la réalité. Bon, là, ça, on marche sur des œufs, quoi, mais bon. Alors, voilà, citons Avicenne. Nous ne disons pas avoir une science du non-être. Parce qu'évidemment, si tu le représenter, bon, c'est quelque chose. Mais donc, nous ne disons pas avoir une science du non-être, mais n'avoir qu'une intention dans l'âme. Ce qui est connu, intelligé, est seulement l'être représenté dans l'âme, dans l'intellect. Mais ce qui est dans la nature de ce qui est connu peut mettre en relation ce qui est intelligé avec ce qui est extérieur, ce qui est donc in intellectu avec ce qui est in re. Mais pour l'heure, ce qui est extérieur n'est pas. Il n'y a donc absolument rien de connu en dehors de ce qui est intelligé. Ici, on ne considère pas la chose en soi, comme chez Kant, on ne considère que ce qui est dans l'entendement. Cette doctrine est à mettre en relation avec celle de l'essence neutre, la théorie de la neutralité de l'essence. L'essence désigne ce qui est, mais elle est indifférente à l'être de ce qui est. La question consistant à se demander quel est le statut d'une essence qui n'existe pas, c'est-à-dire quel est le statut de l'inexistant, ne se pose pas à vrai dire, car l'essence en tant qu'in intellectu, dans l'intellect, n'est pas in re, dans l'existence, l'existentia, la réalité effective. Il faut donc se demander plutôt de quelle nature est le rapport de l'étant à la réalité concrète, à l'être actuel et effectif, à l'existence, en un mot. À l'existence au sens de existentia, que traduit plus précisément le mot wujud, qui se dit se trouve. C'est intéressant de voir, tiens, qu'on pourrait comparer le wujud, c'est-à-dire se trouver, à exister, à être là, Dasein. C'est intéressant.
Parce qu'en effet, cela se trouve là dehors, en dehors de toute essence, en dehors de toute fixation, dans une définition qui pourrait, disons, figer la réalité dans un concept et qui n'est pas du tout la réalité, quoi, vivante, si on peut dire. Donc si l'essence définit ce qui est, l'étant en tant qu'étant, non l'étant en tant qu'il est, il faut bien distinguer ceci, n'est-ce pas? Il faut bien distinguer toujours, sous-jacent de ce que nous faisons, ce qui est et l'être de ce qui est. Ce qui est in intellectu et ce qui est in re. C'est très important. Donc si l'essence définit ce qui est, l'étant en tant qu'étant et non l'étant en tant qu'il est, comme une réalité intelligible, ou un être mental intentionnel, celui-ci ne saurait se confondre avec l'être effectif, au sens de wujud, de ce qui se trouve là, au sens d'existentia. L'existentia. Il s'agit dès lors de se demander quel rapport entretient l'étant, c'est-à-dire ce qui est, avec l'être actuel et effectif, ou en d'autres termes, l'être de ce qui est, là, dehors. Pour Avicenne, l'étant, le mawjud, l'ens, n'est pas l'être effectif, le wujud, l'existentia, qui se trouve là, l'être actuel. Il signifie ce qu'il y a de plus déterminable. Il est donc ce qui est le plus indéterminé, en tant que totalement déterminable. Il est dès lors légitime de se demander si une chose, chez, reste, existe ou pas. Mais la question ne se pose tout simplement pas, puisque la chose, comme l'étant, comme ce qui est une intentio, ce qui est dans l'intellect, imprimé dans l'intellect, in intellectu. Certes, il n'en existe pas moins une chose qui est un être effectif, une existentia, wujud, mais cet être est extérieur à son essence, qui, elle, est neutralisée, est neutre plutôt. L'existence, l'essence est neutre, et l'être est, pour ainsi dire, neutralisé. Faut-il dès lors se demander si la chose est un inexistant et si l'inexistant est une chose? Faut-il soutenir, comme l'enseignent les mutazilites, contre les acharites, qui a affirmé que la chose est un existant, que tout inexistant est une chose. Bon, là, je vous renvoie à une séance que j'avais enregistrée justement sur la pensée musulmane, la pensée plutôt des philosophes musulmans. Et là, je ne peux pas y revenir. Donc la vérité est que si l'inexistant s'oppose à l'existence, à l'existentia, au wujud, à ce qui se trouve là, au sens d'être effectif, et non au sens d'étant comme intentio, in intellectu, la question est vaine. La chose, en effet, n'existe pas dans la mesure où elle est, comme l'étant, un être dans l'intellect, un être mental, un essai in intellectu. Une chose n'est une chose que parce qu'on peut dire ce qu'elle est, sa quiditas, non qu'elle est. C'est intéressant. Bon, l'enjeu est important car il concerne le rapport du créateur aux créatures, pour le musulman, comme pour le chrétien, pour le juif. Si toute chose est connue éternellement de Dieu, ce que Dieu connaît est d'une certaine façon en tant qu'il est ce que Dieu connaît, mais n'existe pas tant qu'il n'a pas été créé, tant que la chose n'a pas été créée. On peut donc dire d'une chose, sans se contredire, qu'elle est dans l'intellect, in intellectu, mais aussi bien qu'elle n'existe pas, in re. Il n'y a entre la chose qui est et la chose qui n'existe pas ni identité,
ni différence. Voilà donc un premier élément de réponse à la question de savoir pourquoi les choses de ce monde sont contingentes. Ouais. Leur essence, ce qu'elles sont, n'implique pas qu'elles soient, au sens d'exister effectivement. Ouais. Donc ça permet de bien distinguer ce qui est contingent de ce qui est nécessaire, on le verra. Aucune des choses dans le monde n'est son être actuel par essence. Car la quiditas, la quiddité de chaque chose, ce qu'elle est, peut être pensée sans la concevoir comme existante, comme être actuelle. Ouais. Et vous vous souvenez, on a parlé, Thomas d'Aquin donnera l'exemple du phénix. On peut penser ce qu'est un phénix, mais le phénix n'existe pas. Et c'est bien ce qui permet de distinguer, de comprendre la distinction entre essence et être, plus que existence. Oui. On verra qu'il faut distinguer esse et existentia, être et existence. Si elles sont effectivement, elles doivent dès lors recevoir leur être actuel d'un autre que l'essence, d'un autre que lui-même, qui n'a pas reçu l'être d'un autre, et dont l'essence n'est pas autre que son être. Il est ce qu'il est. Oui. Cela est en parfait accord avec l'idée de création. Les choses sont donc réellement parce qu'elles ont reçu l'être d'un être qui est essentiellement par essence et nécessairement la cause incausée de tous les êtres contingents qui, parce que contingents, doivent renvoyer à une cause. Cet être est l'être qui est nécessairement, c'est le nekesse esse, le necesse esse, l'être nécessaire. Et donc ici c'est un acquis important, puisque ici on va pouvoir distinguer l'être dont l'essence est d'être et qui est nécessairement, qui ne peut pas ne pas être, et l'être contingent dont l'essence n'est pas d'être. Le fait, en effet, c'est qu'il peut ne pas être. Il n'a pas toujours été. Et donc, d'où lui vient cet être, s'il ne lui vient pas de son essence, que l'on peut concevoir indépendamment de son être. C'est intéressant. Bon, donc, Avicenne est donc conduit à découvrir la notion d'être nécessaire. Il y a des êtres, dit-il. Or, tout être est ou nécessaire ou possible, en tant que contingent. S'il est nécessaire, l'existence de l'être qui est nécessairement éprouvé. S'il est possible, nous allons montrer que l'existence du possible conclut à celle d'un être nécessaire. Je cite. Revenons au point où nous étions et disons que l'être nécessaire et l'être possible ont chacun leur propriété. Nous disons donc que les choses qui tombent sous l'être, l'esse, dans l'intellect, in intellectu, peuvent se diviser en deux. Il y a celle dont l'être considéré en lui-même n'est pas nécessaire et qui, manifestement, n'est pas non plus impossible. Autrement, elle ne tomberait pas sous l'être. Cette chose est limitée au domaine du possible. Et il y a donc l'être considéré en lui-même est un être nécessaire. Fin de citation. Dans le Liber de Philosophia Prima, c'est le latin, l'Avicenne latin, qui a été donc édité par Suzanne van Riet, que j'ai connue à Louvain-la-Neuve. Et donc, telle est en substance la réponse d'Avicenne à la question soulevée. Elle va bientôt soulever une autre question qui naît, comme nous le verrons, de l'identification du nekesse esse et de l'unum, de l'un. Si la création a sa source dans l'un, principe sans principe, ne se réduit-elle pas à une émanation nécessaire? Que devient alors la liberté du créateur? Et que devient le statut ontologique de la créature? L'être qu'elle reçoit au dehors et du dehors, suffit-il à en faire un être existant? Bon, là, enfin, c'est une problématique qui nous introduit à la question
qu'est-ce qu'une chose? Qu'est-ce qu'une chose? C'est là ce que nous allons aborder maintenant. Avicenne écrit que l'étant est la première chose qui s'imprime dans l'intellect. Nous l'avons vu. L'étant, Mawjoud, Lens, tel qu'il envisage dans le Shifa, est une notion première, claire par elle-même, saisie sans intermédiaire par l'intellect, l'immédiateté. Une chose, shay, res, est ce qu'elle est. Être homme n'est pas être cheval ni être arbre. Voilà une chose, la quidditas. Dans tous les cas, c'est être une chose au sens d'être ce qu'elle est. La mahia, la quidditas. Étant ou chose sont donc ceux qui se présentent en premier lieu à l'intellect dans lequel s'impriment également les notions d'un, tawid, unum, de vrai, hak, verum, de nécessaire, wujud, nekesse. Ces réalités mentales sont, nous l'avons dit, ce que Avicenne appelle les magnani ou les intentiones, les intentions. Les notions des temps, de choses, de nécessaire, sont telles qu'elles s'impriment dans l'âme d'une impression première. On pourrait rappeler ici un peu la notion de transcendantal. Transcendantal, c'est ce qui est inhérent à l'être dans les métaphysiques de l'être, par exemple chez Thomas d'Aquin, donc les transcendantaux, et, ou alors, disons, le transcendantal au sens d'a priori, kantien, au sens kantien d'a priori. Le transcendantal, c'est ce qui est inhérent au sujet, à l'entendement, au sujet transcendantal. Donc cette impression n'est pas de celles qui ont besoin d'être amenées par des choses plus connues qu'elles le sont. Les intentions des temps, de choses, de nécessaires, dit Avicenne, sont telles qu'elles s'impriment immédiatement dans l'âme, dans l'intellect, sans être acquises à partir d'autres intentions plus connues qu'elles. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans un terrain originaire. En tant que telle, elle représente le contenu des choses, indépendamment de l'universalité, de la singularité et de leur être effectif et actuel, leur existentia. L'étant premier connu apparaît ici comme ce qu'il y a de plus commun. Il est toujours et partout. Il est indéterminé, c'est-à-dire entièrement déterminable. On ne peut le définir, car il n'est ni genre, ni différence. On ne peut non plus le décrire ou le clarifier à la lumière d'un autre concept, car rien ne le précède. On a parlé tout à l'heure d'impression originaire. L'idée des temps est si imprécise qu'elle est inintelligible en soi. Elle ne peut être comprise qu'en vue d'établir ce à quoi le mot étant peut s'appliquer. Je cite, « L'étant, la raison le connaît par elle-même, sans recourir à la définition ni à la description, parce que l'étant n'a pas de définition, parce qu'il n'a ni genre ni différence, car rien n'est plus général que les temps. D'autre part, l'étant n'a pas de définition descriptive, car rien n'est plus connu que lui. L'étant est ce dont toute chose se range au-dessous de lui. » Voilà. Donc, ici, vous avez déjà un peu par anticipation une conception univoque de l'être aussi, qui va être reprise par Duns Scotus. Et c'est ce qui va aussi distinguer Duns Scotus de Thomas d'Aquin, qui lui recourra à une vision plus analogique de l'être, qui peut se dire, de manière aristotélicienne, Polakos legomenon, c'est-à-dire de se dire de plusieurs façons. Donc, sans genre ni différence, l'étant est sans définition.
Il n'est pas davantage susceptible de description, parce que ce que l'on peut décrire relève du donné sensible, qui constitue l'objet de la physique, non celui de la métaphysique. Notion simple, originaire, universelle, imprimée immédiatement dans l'âme, c'est-à-dire dans l'intellect toujours. L'étant est le premier connu, le premier intelligé. Mais si l'étant est antérieur à toutes les notions les plus communes imprimées dans l'intellect, ne s'ensuit-il pas qu'il faudra démontrer qu'il y a réellement de l'être à l'extérieur, en dehors de tout intellect? Ce sera le problème de Descartes. Parce que si tout est intelligé, se réduit à l'intelligé, il faudra bien que je prouve que ce qui est intelligé existe à l'extérieur. C'est intéressant. Donc le problème de l'essence et du rapport entre l'essence et l'être, c'est vraiment le problème du rapport entre le cogito et la réalité, entre le je pense et le je suis, quoi. Non, là, il faut approfondir tout ça, parce que tout se tient. Une petite erreur au commencement aboutit à une grande dérive à la fin. Ça venait d'Aristote. Donc ici, nous avons intérêt à bien saisir par quoi il faut commencer. Donc, notion simple, originaire, universelle, imprimée immédiatement dans l'âme. L'étant est le premier connu. Mais si l'étant est antérieur à toutes les notions les plus communes, je dis, imprimées dans l'intellect, il faut se demander si il ne s'ensuit pas qu'il faille démontrer qu'il y a réellement de l'être à l'extérieur, en dehors de tout intellect. Or, la métaphysique ne se demande pas si l'étant est, ni ce qu'est l'être de l'étant. La réponse à cette question reviendrait à une autre discipline antérieure à la métaphysique, qui la fonderait. Mais alors, la métaphysique ne serait plus la science première. Donc la métaphysique doit nous conduire à cet être, qui se révélera être nécessairement le nécessé-essai. Bon, il faudra étudier tout cela. Avicenne précise que la notion d'étant et celle de chose ne se réduisent pas l'une à l'autre, bien que de facto elles soient identiques. Ens et res sont deux intentions distinctes, car la chose est un étant. Je cite, « Une chose est toujours un étant, soit dans les singuliers, soit dans l'imagination. Et l'intellect, sinon, ce n'est pas une chose. » Voilà ce qu'il fallait expliquer pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une chose ?» Un étant n'est pas nécessairement une chose, car à la différence de l'étant, la chose est considérée dans l'esprit, dans l'intellect, et dans les singuliers comme sa quiditas, qui est ce par quoi elle est ce qu'elle est, tandis que l'étant est désigné en tant qu'étant simplement. Tout ça est très subtil. C'est pourquoi le Duns Scotus sera appelé, lui qui sera un disciple d'Avicenne, le docteur subtil. Mais en même temps, trop de subtilité conduit à la décadence que va railler Rabelais. N'est-ce pas, en se moquant de cette scolastique trop subtile, décadente. Parce que Rabelais, à vrai dire, il avait dans le collimateur Duns Scotus, dans le fond. Bon, cela signifie que les essences peuvent être considérées ou dans les singuliers, ou dans l'intellect, ou indépendamment des singuliers et de l'intellect. L'essence, considérée de cette dernière façon, en elle-même en tant qu'essence, se présente comme pure indétermination, c'est-à-dire comme étant fondamentalement une. L'unité est pure indétermination, indivisibilité en soi. En d'autres termes, elle est exclusivement ce qu'elle est, et n'est rien de tout ce qui peut s'ajouter à elle, fût-ce les propriétés qui en découlent, comme par exemple le rire pour l'essence humaine. Bon, tout cela, je vous le livre, on y reviendra, enfin il faut... c'est difficile, c'est un grand auteur, c'est un auteur qui va jouer un rôle, qui a joué un rôle important et déterminant. Avicenne, avec Averroès, ensuite qui va le critiquer, et puis aussi notre ami Al-Ghazali, qui va lui faire un sort aussi.
Oui, tout ça. Quand vous voyez la pensée dans le monde musulman est aussi une pensée qui a été très développée. C'est pourquoi aussi le dialogue aujourd'hui, la pensée philosophique, la pensée métaphysique aujourd'hui, va aussi constituer beaucoup dans une discussion, va reprendre cette discussion qui un peu rejoignait au Moyen-Âge le dialogue entre juifs, musulmans et chrétiens finalement, parce qu'ils se retrouvent sur le même terrain, un terrain finalement qui est celui de l'être, celui de la réalité concrète, de la création, et puis celui de l'homme aussi, qui a une nature, quoi, qui est un animal doté de raison, qui fait, etc. Il n'y a pas encore ici la rupture anthropologique qui réduit l'homme à un pur désir, dans l'insignifiance même d'une force qui s'épand, qui se déploie sans signification, dans l'insignifiance. Tout ça, c'est très important. Donc, l'humanité est l'essence de l'homme. L'homme est ce qu'il est. Selon son essence, il ne peut pas être ce qu'il n'est pas, et c'est pourquoi il est nécessairement ce qu'il est, un homme et non un cheval. Mais l'être actuel de cet étant-ci, qui existe ici et maintenant, Socrate, c'est-à-dire l'existence en tant qu'essence réalisée, dont l'être signifie le caractère effectif, ne fait pas partie de son essence, qui demeure neutre, indéterminée et nue en tant qu'essence, c'est-à-dire en tant qu'unité pure, finalement, au sens où l'identité, c'est l'unité indivisible, pure, en soi. Avicenne rejette l'idée d'une essence qui serait réellement réelle, comme l'aidos platonicien. Puisque l'aidos, c'est vraiment la substance, réellement réelle. Ontos on. Rien ne la détermine, cette essence. Elle est neutre. Ni l'être, ni l'universalité, ni la singularité. Elle est neutre et indifférente vis-à-vis de quelque propriété que ce soit, et c'est même pourquoi elle peut devenir universelle dans l'intellect, et singulière dans les choses. N'étant rien, elle peut devenir tout. Étant entièrement indéterminée, elle est entièrement déterminable. Mais tout ce qui survient à l'essence s'ajoute à elle du dehors, sans la déterminer, en raison de sa neutralité, en tant qu'essence, qu'elle est déjà. L'extériorité définit le caractère accidentel de ce qui vient s'ajouter à l'essence, à condition toutefois de ne pas comprendre l'accident au sens catégoriel d'Aristote, ici, mais qui signifie donc être dans la substance, in esse, l'accident c'est ce qui a son être dans la substance, mais au sens de ce qui surgit du dehors, accidere, l'être c'est ce qui est un accident, mais attention, au sens de ce qui surgit du dehors pour venir s'ajouter à. Et il n'y a pas ici l'être n'est-ce pas, en tant qu'accident, l'être n'a pas son être dans la substance, quoi. Il est déjà. Dire que l'étant en tant qu'étant est le premier intelligé, cela signifie qu'il se réduit à l'intelligé tout en désignant ce vers quoi il se tourne à l'extérieur en le visant et à distance duquel il se maintient. La conscience est conscience de quelque chose, le quelque chose se présente à la conscience, le sujet, c'est pas l'objet. Et ici, donc, l'être intelligé n'est pas l'être inré dans la chose. En tant qu'intentio, en tant que mana, il renvoie en effet à quelque chose, à une réalité extramentale, mais en tant qu'étant, c'est-à-dire ce qui est, il ne se ramène pas à l'être des réalités sensibles, lesquelles relèvent de la science physique. Il ne se ramène pas davantage au nombre avec lequel l'esprit mesure ces dernières, indépendamment de la matière dans laquelle elles sont données, ce qui relève de la mathématique. L'objet de la métaphysique ne relève donc ni du sensible, ni du mesurable. Il tombe sous la science qui s'occupe de ce dont la constitution ne dépend pas des réalités sensibles. On ne peut poser pour ces choses d'autres sujets communs que l'étant dont elles sont les modes et les accidents.
L'étant renvoie donc bien à une réalité extérieure, mais en tant qu'étant, il est considéré de manière indéterminée, sans enrobement sensible, dans lequel il se présente à l'intellect, à travers les sens, comme ce qui est commun à toute chose, et non comme leur être effectif. Le concept d'étant est antérieur et précède toute chose dont on peut dire qu'elle est ce qu'elle est sans affirmer nécessairement qu'elle soit. Donc ici, vous voyez, on a vraiment un moment de l'histoire de la métaphysique où l'essence et l'être sont ce qui constitue la substance, mais où l'essence et l'essence n'est pas l'être n'est pas l'essence, mais où l'essence n'est pas sans l'être dans la chose réelle, qui est une essence réalisée. Une essence réalisée parce que l'être vient s'ajouter à elle, vient s'ajouter à elle. C'est le problème. Donc ici, la porte est ouverte à une rupture aussi importante, parce que si l'essence n'est pas l'être, on peut aussi la considérer indépendamment de l'être. C'est ce que va faire la modernité, on va réduire ce qui est à sa représentation, à son essence, On va en rester au niveau de l'essence. Et donc l'être, puisque cela s'ajoute à l'essence, on peut bien considérer l'essence indépendamment de l'être, puisque l'être s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Ah, ce n'est pas le cas si l'être n'est jamais sans l'essence, dans les temps concrets, réels, finis, déterminés. On ne peut pas considérer que les temps finis, concrets, déterminés se réduisent à sa seule essence. De même qu'on ne peut pas réduire les temps à son seul acte d'être. Les temps étant composés d'essence et d'être. Bon, donc il y aura de quoi faire.